Chérie, me passerais-tu le beurre? Merci. C'est plate. À cette heure, toute la partie se passe rien que d'un bord. Oh, je t'aime, mon cœur. Moi aussi, mon cœur. Avant vos travaux, vérifiez si votre entrepreneur a une licence de la Régie du bâtiment du Québec. L'Auto-Québec a remis plus de 1,7 milliard de dollars à des gagnants à la loterie. J'ai gagné 5 649 avec le bureau. Quand c'est arrivé, j'étais en vacances à Santorini. Je voulais décrocher, donc c'était clair, pas de téléphone. Mais là, ça arrêtait pas de sonner. Dring, dring, dring. Diane, elle disait, voyons, décroche. Ils ont tout fait pour me rejoindre. Il a envoyé des pigeons. Cette histoire n'est peut-être pas 100% vraie, mais Olivier et son groupe sont des vrais gagnants du Loto 649. Non, il n'y avait pas de pigeons. Il y a au Québec des milliers d'entrepreneurs. Ils sont de toutes les tailles et avec des entreprises de petites et grandes. Je suis à la rencontre des entrepreneurs de notre région. Je veux savoir qui ils sont et comment ils font. Aujourd'hui, je suis avec Jocelyn Brunette. Il est le propriétaire et fondateur d'une entreprise qui s'appelle Rustic Tac. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Drolet. Tout d'abord, bravo pour l'avoir bien nommé. Rustic Tac, c'est le jeu de mots entre rustique et tic-tac. Et ça, alors c'est quoi Rustic Tac? Qu'est-ce qu'on fait? Rustic Tac, c'est une entreprise de montres en bois. Vous aviez bien entendu, là, des montres faites avec du bois que j'ai développé à partir de 2017. Puis on opère principalement en ligne. Donc, ce sont des bracelets en bois ou la partie montre? Ah, même le cadran est fait en bois. Donc, la peau va toucher toute la partie du bois, c'est-à-dire le bracelet est fait en bois, le cadran est fait en bois, le mécanisme, bien évidemment, est fait avec des pièces métalliques, là. Mais sinon, le principal contact avec la peau, c'est du bois. Comment vous avez eu cette idée-là de faire des montres en bois? Bien, c'est une bonne question. On me la pose souvent, cette question-là, et en toute transparence, je n'ai pas inventé les montres en bois. Je me suis inspiré de ce que j'ai vu sur les internets. En fait, je vais être encore là, je vais rester transparent avec vous. C'était un peu mon besoin. J'étais quelqu'un qui n'aimait pas porter des montres. C'était un peu ironique là, dans la situation. Là. Puis quand j'ai découvert les montres en bois, j'ai trouvé que ça m'interpellait. Des montres en métal, je trouvais ça plutôt lourd, plutôt inconfortable. Les montres en plastique, un petit peu moins sexy. Au niveau du confort également, je trouvais ça moins confortable. Quand j'ai découvert les montres en bois, j'ai décidé de m'en procurer une. Parce que j'étais un peu curieux. Puis lorsque j'en ai porté une, je suis tombé en amour avec le produit et j'ai décidé de développer ma propre marque en apportant ma vision dans l'industrie. Donc, qu'est-ce que vous préparez? En fait, vous êtes un artisan, vous les faites vous-même. En fait, là, on fait pas tout nous-mêmes. Moi, je les conçois. En fait, je suis graphiste de formation et infographe. Puis je les dessine. On est des manufacturiers qui découpent les pièces de bois pour nous. Donc, nous, on finit l'assemblage, puis on fait des gravures personnalisées. C'est une partie de l'entreprise qui est très intéressante, même très importante chez notre clientèle. L'atelier se trouve à Sainte-Adèle, dans les Laurentides. Puis c'est directement notre atelier qu'on fait les gravures personnalisées au dos des montres. Et donc, vous avez des montres et aussi quelques accessoires. Oui, tout à fait. On a des montres, on a des lunettes de soleil, des bagues, et puis on est présentement en production des montres pour les montres, des bracelets, pardon, en bois pour les montres intelligentes comme les Apple Watch. Donc, pour les gens qui aiment beaucoup le bénéfice des montres connectées, donc ça devient un petit peu plus chic que le fameux bracelet en silicone qui vient avec la montre. Et c'est des produits autant pour hommes que pour femmes ou unisexes? Oui, bien, on a des produits unisexes, on a des produits pour hommes et femmes, effectivement, mais je dois vous avouer que la majorité de la clientèle, c'est pour hommes. On a découvert, étant donné que je n'étais pas un amateur de montres avant que je me lance moi-même dans le domaine, j'ai été vraiment surpris de découvrir que les montres sont aux hommes ce que les souliers sont aux femmes. Il y a beaucoup, je dirais qu'environ 90% des ventes, c'est pour une montre pour hommes.
Vous avez évoqué la notion de bois contre la peau. Là. Qu'est-ce qui fait qu'une montre en bois ou un bracelet en bois, c'est différent? Ou quels sont les avantages de ça? Effectivement, je reviens encore à mon effet de surprise en découvrant moi-même le produit. D'abord, il y a plusieurs avantages, mais au-delà des avantages, j'essaie de faire un produit qui est à la fois chic, rustique, mais qui se démarque par un beau look. Mais on a découvert qu'il y a beaucoup de gens qui nous parlent de l'effet allergène des montres en métal ou même des gens qui réagissent au silicone. Donc, les montres en bois sont hypoallergènes. Donc, l'acidité de la peau n'a pas d'incidence sur le bois. Donc, le bois ne va jamais ternir ou bien donc changer de couleur. Et une chose, l'avantage principal, à mon avis, c'est le poids. Le confort d'une montre. On ne parle jamais du confort quand on parle des montres, que ce soit une Rolex à plusieurs dizaines de milliers de dollars, une Timex ou une smartwatch. On ne parle jamais du confort. Mais une montre en bois, c'est confortable. C'est autre chose à porter que le toucher, le contact qu'on connaît du plastique et du métal. Quand vous êtes parti de votre idée, là, que vous avez porté une montre en bois que vous avez achetée, puis là, vous dites « Ah, mais je veux faire ça moi-même », comment on fait pour rendre réalité ce concept-là? C'est passé beaucoup de choses en même temps dans ma tête une fois que j'ai pris la décision de me lancer en affaires. Puis, j'avais fait mon plan d'affaires avant de me lancer en 2 parties. Est-ce qu'on faisait tout de A à Z au Québec? J'ai commencé l'entreprise dans une période où la pénurie de main-d'œuvre était de plus en plus grandissante. Donc, de faire tout au Québec, là, je voyais que tout explosait. Donc, nos pièces, nos mécanismes viennent du Japon depuis des entreprises qui ont beaucoup d'expérience dans la confection des mécanismes. Donc, on a du Seiko, du Miyota, je ne veux pas aller trop dans le branding, mais c'est des montres, des fabricants de pièces qui sont connus. Et puis, on a trouvé des manufacturiers qui ont plusieurs années d'expérience dans la conception de montres. Donc, j'ai dû faire plusieurs essais pour trouver un manufacturier qui pouvait recevoir mes dessins puis les mettre en vie. Puis une fois qu'on a trouvé la bonne recette avec la bonne équipe pour pouvoir faire le produit, les montres en bois Rustic Tac, bien là, on est allé de l'avant puis on a défoncé les portes. Puis le bois vient d'où? C'est une bonne question. Au départ, dans l'entreprise, je voulais faire des montres qui venaient le plus au Québec possible. Donc, je voulais utiliser des bois québécois, de l'érable, du chêne. Puis, je me suis rendu compte qu'en utilisant l'érable, qui était très blanc, sur la peau des gens, c'était pas des modèles qui étaient populaires parce que la plupart au Québec, on est caucasien, blanc sur blanc, c'était pas populaire. Donc, on est allé dans des bois exotiques qui ont, pour leur chaleur du bois, pour leur propriété. Donc, les montres qui utilisent différentes tonalités de couleurs. Donc, on a des montres qui sont faites avec du noir, puis il n'y a aucune teinture ajoutée. Donc, le noir, c'est de l'ébène qui vient d'Afrique. On a du bois rouge, qui est du bois de santal qui vient de l'Inde. On a du noyer qui est brun. On utilise là, de l'érable qui vient du Canada. Mais c'est pour les propriétés et les couleurs de bois. Donc, le bois vient d'un peu partout dans le monde. Donc, vous avez commencé à faire ça il y a quelques années, je crois, dans la région de Sainte-Adèle. Comment trouver un marché au départ? Il y a beaucoup d'essais-erreurs, surtout dans un domaine qui m'était inconnu pour ma part. Donc, j'ai fait des essais. Je voulais, au départ, regagner une qualité de vie en étant en affaires pour comprendre qu'il y a des variations dans notre définition du succès, là. Donc, j'ai pris des cours, des formations en ligne pour développer un marché sur Internet. Je vendais pratiquement pas de montres. Donc, je me suis dit, on va commencer à aller voir les gens en personne. Donc, on est allé dans les kiosques, dans les festivals, les événements spéciaux, pour aller prendre le pouls de la population, voir les clients, ce qu'ils aimaient, ce qu'ils n'aimaient pas. Ça m'a donné un avantage concurrentiel majeur par rapport à mes compétiteurs qui regardent les chiffres de vente sur un tableau Internet. Donc, les gens me disaient ce qu'ils aimaient. Donc, on est allé en personne développer tout ça. Puis, depuis la pandémie, on est retourné avec un marché en ligne. C'est là qu'on va chercher notre clientèle, principalement. Parfait. Donc, c'est de connaître un peu les clients au départ, de comment les gens réagissaient, qui vous a permis peut-être de mieux cibler votre marché, c'est ça? Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de choses qui changent dans les dernières années, que ce soit les situations économiques, que ce soit les tendances également. Et puis même la dernière année va un petit peu balayer ce que j'ai appris depuis le début de l'entreprise. En fait, j'ai découvert que les jeunes s'intéressent de plus en plus aux montres.
Il y a beaucoup de gens qui me disent il n'y a plus personne qui porte des montres, Jocelyn. Pour quelle raison tu continues à pousser les montres? Bien, on va revenir approfondir ça dans quelques minutes. À très bientôt. Me voici de retour avec Jocelyn Brunette, le fondateur d'une entreprise qui s'appelle Rustic Tac, qui fait des montres en bois. Alors, comment on devient entrepreneur? C'est quoi votre cheminement d'entrepreneur? Parce que vous avez toujours fait ça, non? Je ne pense pas. Hein? Non, effectivement. L'entrepreneuriat m'a toujours intéressé. J'ai un background en imprimerie, infographie. J'ai fait plusieurs entreprises. J'étais ce qu'on qualifie d'entrepreneur, où je prenais beaucoup de décisions à l'intérieur des entreprises. Je prenais les devants pour essayer de changer les choses. Puis je dois vous avouer que l'imprimerie, étant ce qu'elle est, ça a déjà été... c'est devenu très compétitif. Avec l'arrivée aussi de la technologie et tout, je me suis levé un matin, je dois vous avouer, avec un épuisement professionnel, ce qui m'a apporté à me reposer des questions sur ce que je voulais faire dans la vie. Et puis, j'ai fait en même temps beaucoup de développement personnel. Puis sur mon chemin, j'ai rencontré un homme qui m'a dit une phrase qui m'a donné le goût de me développer puis de partir en affaires. En fait, c'est peut-être une phrase que vous avez déjà entendue avec d'autres entrepreneurs ou étant vous-même entrepreneur. On me dit, si un jour vous voulez que votre parachute sauve, il y a juste une façon, vous devez sauter. Cette phrase-là, je l'avais déjà entendue, elle avait plus ou moins d'impact. Quand j'ai revu cet homme-là une deuxième fois, il me dit, puis Jocelyn, est-ce que tu as mis tes projets de l'avant? Est-ce que tu as pris action? Et puis, j'étais un petit peu intimidé à dire, ben pas encore. Je me donnais des défaites. Puis ce monsieur-là, il dit, tu te rappelles, je t'ai dit que ton parachute sauve, tu dois sauter. Je dis, ouais, je m'en souviens. Je dis, je peux pas te garantir que ton parachute sauve si tu sautes. Mais il y a une chose que je peux te garantir, c'est que tu ne sauveras jamais si tu sautes pas. Cette phrase-là est allée me chercher vraiment dans les tripes. Puis je me suis dit, bon, ça y est, je me lance en affaires, mais qu'est-ce que je vais faire? C'est à cette époque-là, comme je racontais au début, que j'ai découvert les montres en bois. Je suis tombé en amour avec ma montre en bois, je la montrais à mes amis, tout le monde en voulait une. Puis celle que j'avais au poignet, je l'aimais, mais elle n'était pas nécessairement jolie, je dois avouer. Donc j'ai décidé de mettre à profit mes compétences en création graphique pour pouvoir faire mes propres modèles. Puis par la suite, en faisant justement du développement personnel, j'ai compris qu'on doit passer à l'action. Donc, si je m'étais posé toutes ces questions-là avant de me lancer en affaires, comment on fait un site Internet, comment je fais importer mes mécanismes, c'est quoi mon marché, comment on fait un plan d'affaires, je ne me serais jamais lancé en affaires. Mais j'ai compris qu'on devait passer à l'action, donc je me suis lancé et après, à chaque défi, je suis allé chercher mes réponses. Donc, c'est d'apprendre sur le tas? Beaucoup, oui. En fait, une fois qu'on prend la décision qu'on veut aller de l'avant avec notre projet, bien, les problèmes deviennent des défis. C'est plus des problèmes, c'est des défis qui nous apportent à un autre endroit. Je vous ai mentionné tantôt que je voulais commencer en affaires pour gagner du temps et une qualité de vie sur le marché en ligne. Et que ça ne s'est pas passé comme ça, je dois vous avouer. Donc, quand je ne vendais pas de montres, et puis je me suis dit, bien, je dois aller au-delà des gens, je pensais fermer les portes au début. Et puis, quand je suis allé devant les gens dans les kiosques, j'ai vu qu'il y avait un attrait. Mais si mon projet avait marché dès le départ, je n'aurais pas dessiné des modèles qui ressemblait à la clientèle. Je n'aurais pas développé mon aptitude en communication, je n'aurais pas développé un aussi beau domaine. Présentement, on a un atelier qui est justement à Sainte-Adèle. Il y a ma conjointe qui travaille avec moi dans l'entreprise. On a formé une belle équipe. Notre projet, notre produit, il est vraiment bien développé. Puis si on n'avait pas ces défis-là, bien, il ne serait pas aussi bien peaufiné. Donc, vous avez vraiment appris sur le long et vous avez développé des compétences même que vous saviez que vous n'aviez pas. Oui, il faut rester ouvert aussi à ce que disent les gens en étant transparent puis intègre. J'ai eu aussi ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur parce qu'effectivement, le fait d'être un amateur dans les montres, dans le domaine des montres, je rencontrais devant moi des amateurs de montres qui en avaient plus de 50 à la maison ou qui me parlaient d'un modèle particulier, d'un Omega qu'ils avaient depuis plusieurs années. Donc, sur mon parcours, j'ai rencontré un bijoutier qui m'a pris sous son aile, qui m'expliquait les trucs du métier, quoi aller chercher comme mécanisme, et ça nous a permis de passer à un autre niveau, au niveau de la qualité. Et puis, de cette transparence-là fait en sorte que je me suis développé d'une autre façon. Donc, j'ai appris, oui, sur le tas, mais j'ai appris en étant ouvert à ce qui se passe alentour de nous. Et je continue à apprendre à chaque jour. Et donc,
il faut aussi se fier au fait qu'il y a des gens qui sont là aussi pour nous aider, que ce soit le bijoutier que vous ayez rencontré ou des programmes qui existent dans la région pour donner un financement ou du soutien aux entrepreneurs. Oui, des programmes de mentorat, par contre, par exemple, dont je bénéficie également. C'est important d'aller chercher de l'expérience aussi des gens qui nous entourent, que ce soit des gens qu'on connaît ou l'expérience des gens qu'on va rencontrer. Ça nous permet de sauver pas juste du temps, mais d'aller chercher des informations qu'on ne serait pas capable d'avoir. Ou bien donc, si on mentionne le temps, là, je fais une mauvaise farce avec les montres, là, mais ça nous permet de sauver beaucoup de temps sur l'essai-erreur. Est-ce que vous avez une journée typique? J'aurais aimé vous dire oui, mais comme on est en constamment en train d'apprendre, je dirais que la journée typique, je trouve peut-être, j'en ai peut-être pendant 1 mois durant mon année. Sinon, le reste de l'année, les journées sont plutôt atypiques, c'est-à-dire qu'à chaque jour, il se passe soit des opportunités différentes, soit des questions d'une entreprise qui nous demande de développer pour eux. Parce qu'on développe également le marché corporatif dans les montres en bois. Donc, que ce soit le développement d'un nouveau modèle, que ce soit le développement d'un marché, que ce soit de rencontrer un nouvel entrepreneur ou de venir faire une entrevue avec vous. Donc, il n'y a pas vraiment de journée typique et non plus d'horaire. On essaie d'avoir un équilibre, mais je dois vous avouer qu'on travaille jour, soir, des fois les fins de semaine pour aller présenter nos produits. Mais ça nous convient en étant entrepreneur. Ça permet aussi d'avoir un équilibre de vie, que ce soit d'aller faire du kayak un mardi après-midi, mais de travailler un samedi après-midi également. Là. Dans tout ce que vous faites, qu'est-ce que vous trouvez le plus facile? Le plus facile, oui. C'est une belle question, ça. Parler à des gens intéressants comme vous, là, c'est pas pour... C'est pas juste pour être gentil, là, mais de rencontrer des personnes avec qui on peut partager sur l'entrepreneuriat ou qui nous posent des questions pertinentes, c'est la partie la plus agréable. Agréable, facile. Je dirais également le côté, là où j'apporte mes aptitudes, au niveau de la création, c'est la partie que j'aime beaucoup et que je trouve la plus facile dans mon domaine. Et inversement, le plus difficile pour vous, c'est quoi? Je vais rester honnête avec vous. Là. La partie de service à clientèle nous apporte beaucoup à développer notre aptitude avec la gestion d'émotions. On rencontre toutes sortes de personnes, que ce soit... on a des très, très belles anecdotes. Là. On a des gens qui se sont mariés avec nos bagues en bois. J'ai eu des demandes en mariage aggravées au dos des montres. Mais on a aussi eu des gens qui étaient mécontents parce que leur pile ne fonctionnait pas ou parce qu'ils ont brisé leur montre et puis ils nous l'ont fait savoir. Donc, le service à la clientèle est un monde en soi. J'ai laissé cette partie-là, j'ai beaucoup appris. Présentement, c'est ma conjointe qui m'aide beaucoup, qui m'épaule beaucoup au niveau de l'administration. L'administration, je dirais qu'il arrive en deuxième place. L'administration est aussi lourde. Quand on est passionné dans notre projet, on veut faire ce qui est le plus intéressant, ce qui nous apporte à développer notre produit, mais il faut aussi mettre des bonnes bases administratives pour être capable de gérer notre entreprise d'une façon saine et adéquate. Là. Puis en parlant d'administration, est-ce que vous êtes juste les deux dans l'entreprise? Vous avez des employés ou non? Présentement, on est deux et plus. Okay. Je m'explique. On a déjà eu, quand on avait nos propres kiosques, j'ai déjà eu une douzaine d'employés, mais avec la pénurie de main-d'œuvre, je dois vous avouer que je commençais à trouver ça moins intéressant. Avec l'arrivée de la pandémie, on a eu un choix à faire, donc on a décidé de tourner l'entreprise en ligne, de s'installer à Sainte-Adèle. On a regagné ainsi une qualité de vie. Et puis, la gestion d'employés était plus facile. Quand je dis deux et plus, c'est que nos parents viennent nous aider, nos amis viennent nous aider parfois. Et puis, on est en train d'embaucher un jeune homme de 14 ans qu'on a découvert à la grande journée des petits entrepreneurs. Moi et ma conjointe, on aime beaucoup s'impliquer dans l'entrepreneur des jeunes en devenir. Parfait. Qui viennent nous aider. On va vous revenir dans quelques minutes pour parler de vos défis. Merci. Me voici de retour avec Jocelyn Brunette de Rustic Tac. Alors, M. Brunette, on a parlé un peu de votre cheminement d'entrepreneur, on a parlé un peu de ce que vous faites. C'est quoi l'avenir?
Merci de la question. Il y a plusieurs choses sur lesquelles on travaille présentement. On voulait développer le côté corporatif pour nos montres en bois. Donc, c'est vraiment cet aspect-là qu'on essaie de pousser. Puis en fait, c'est quoi corporatif? Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? On a développé une gamme corporative de montres en bois. En fait, on a réussi à aller chercher, c'est un des bons coups qu'on a fait cette année, on est allé chercher la certification Conçu Québec pour notre gamme B2C, ce qu'on appelle, c'est pour monsieur, madame, tout le monde. Et notre gamme corporative, on a la notation Fabriqué Québec, c'est-à-dire que les pièces sont toutes détachées. On personnalise les montres pour les entreprises. Donc là, les entreprises qui veulent remercier leurs employés, leurs partenaires d'affaires, il est possible de faire des gravures personnalisées avec leur logo au dos des montres, dans les cadrans. Donc, c'est ce qu'on a développé. Et ça, sans avoir de quantité minimum, on est les seuls au Québec à offrir ça. Et vous avez apporté ici des échantillons de vos montres. Oui, tout à fait. En fait, dans les montres qu'on voit dans le boîtier ici, même le noir, tantôt quand je vous parlais des montres avec du noir, ce sont des montres faites en ébène. Donc, il n'y a aucune teinture ajoutée, c'est la vraie couleur de bois. J'ai même une montre qui est faite avec 5 essences de bois différentes. C'est une montre pour femmes qui est toutes sortes de couleurs. Donc, on va voir du blanc, du rouge, du noir. Donc, ce sont toutes les vraies couleurs. Et puis, j'ai apporté une primeur pour vous à l'émission. C'est une montre automatique. Est-ce que vous connaissez les montres automatiques? Je présume qu'une montre automatique, c'est une montre qui n'a pas de pile et qui s'alimente par notre mouvement. Exactement. Donc, il n'y a pas de pile à l'intérieur. Donc, ça va aussi avec le côté écologique des montres. Je vais vous laisser peser la prochaine montre qu'on a conçue. C'est une montre automatique. Effectivement, il n'y a pas de pile à l'intérieur. Donc, on voit bien le mécanisme et le bois. Donc, c'est du bois aussi, le noir? Là? Oui, le noir. Tout ce qui est noir est en bois d'ébène. On voit aussi du bois gris là, qui rappelle un peu le look bois de grange. Et puis, il y a une petite partie de notre histoire qui est derrière la montre, qui est devenue notre slogan. On a gravé « Prends le temps », qui est devenu notre slogan. En fait, je voulais rapidement vous poser la question, comment vous avez trouvé le nom de la compagnie puis le slogan? Le nom de la compagnie, en fait, c'était moi et ma conjointe, là, on cherchait toutes sortes de mots, puis c'est elle qui m'avait proposé le nom de la conjointe, de la compagnie, pardon. Et le slogan, en fait, c'est justement en faisant du développement personnel. Je me suis rendu compte que tout allait vite alentour de nous. Et puis, c'était une petite phrase, moi, qui m'a inspiré, que je gardais chez moi. Donc, quand j'ai parti l'entreprise, mon premier slogan, c'était « Quand le rustique se fait chic ». C'était très beau, mais c'était plus impersonnel. Ce n'était pas quelque chose qui me rejoignait. Puis que vous aviez parlé de défis tantôt. Il y avait beaucoup de défis, beaucoup financiers au début. Essayer de se faire connaître, de trouver notre marché. Est-ce qu'on va en kiosque? Est-ce qu'on développe un réseau de distribution? Est-ce qu'on développe en ligne? Donc, il y avait beaucoup de hauts et des bas. Et dans certains bas, j'ai retrouvé mes petites notes où je voyais chez moi « Prends le temps ». Et c'est là que j'ai vraiment eu une épiphanie. J'ai trouvé que c'était le slogan parfait pour les montres en bois. Donc, « Prends le temps », je trouvais que c'était très humain. En anglais, on l'a nommé un peu différemment, qui est « Time is yours ». Donc, on va essayer de développer l'entreprise aussi à travers ça. Parce que les montres en bois, c'est pas seulement pour regarder l'heure. Je dois avouer que c'est pas le besoin principal qu'on comble. Il y a beaucoup de gens qui se procurent nos montres, qui deviennent un peu nos fans. On a un peu fanbase chez Rustic Tac. Il y a des gens qui ont plusieurs montres. Je ne pensais pas avoir des ventes récurrentes, je dois vous avouer, parce qu'on ne vend pas des vitamines. Mais on a plusieurs clients qui ont 5, 6, une dizaine de montres même, qui reviennent chez nous. Vous avez parlé d'une montre qui était quoi, légère, que vous vouliez me montrer? Oui, tout à fait. En fait, je pourrais vous montrer la mienne. Je vais me permettre de vous faire peser la montre la plus légère qu'on a conçue. Mais vous ne l'avez pas mis dans mes doigts. J'aime beaucoup la réaction des gens. Effectivement, c'est très léger. Comme c'est léger, les gens ont souvent tendance à penser que c'est délicat et que c'est fragile. Ce qu'on a compris après plusieurs mois ou même après 1 an en affaires, mon pitch de présentation a également changé. Ce qu'on a compris, c'est que plus on porte la montre, moins elle est fragile. Ça a l'air d'un argument de vente, là, mais je m'explique. C'est que plus on porte la montre, plus on lui transfère notre huile corporelle.
Donc, le bois va se nourrir de notre gras corporel. Ça va nourrir le bois, ça l'hydrate et ça la protège du même coup. Donc, c'est contre-intuitif, mais quelqu'un qui aurait tendance à penser de faire attention à sa montre parce qu'il va la porter seulement à Noël ou dans un mariage avec sa conjointe, c'est le contraire, le bois va sécher, là, il y a un peu plus d'entretien à faire, mais si on porte la montre souvent, donc il n'y a aucun entretien à faire. Alors, vous avez parlé un peu là, des jeunes qui ne portaient pas de montre, mais qu'est-ce qui se passe dans le marché que vous desservez? Quelles sont les tendances? Qu'est-ce que vous voyez? Bien, c'est un bon point. On fait beaucoup de marchés puis de salons. Ma clientèle cible, au départ, c'était les gens entre 35 et 60 ans. Mais j'ai vu depuis un an, il y a comme un retour en arrière. On a un adolescent à la maison qui me dit même, il y a des amis qui empruntent les montres de leur père parce que les Apple Watch, c'est les montres électroniques, ça reste un boîtier plastique avec un cadran noir, ça n'a aucun charisme, ça n'a aucune saveur. Donc, les jeunes recommencent à porter la montre pour se démarquer. Et puis, c'est aussi, il y a peu de bijoux chez les hommes. Donc, les jeunes hommes aiment beaucoup porter la montre aussi. Donc, j'ai vu ce changement-là dernièrement et je suis resté surpris parce qu'effectivement, la plupart des gens, on a chacun un cellulaire où la technologie augmente de plus en plus. Mais aussi, on s'est aperçu d'une déconnexion, d'un besoin de déconnexion chez les gens. Il y a même des centres je pourrais dire, de désintoxication pour ceux qui sont accros à leur cellulaire. Donc, c'est un phénomène qu'on voit de plus en plus. Quand j'ai commencé l'entreprise, je me demandais moi-même si le produit allait être éphémère. Puis cette année, je suis même en train de me dire que c'est plutôt visionnaire. On a des appels de clients d'école qui veulent remettre des montres pour leurs professeurs, pour justement qu'ils arrêtent de regarder l'heure sur leur cellulaire pour les faire déconnecter. Donc, je vois cette tendance-là des gens qui veulent revenir se connecter à leur montre, de prendre le temps, en fait, là. Supposons qu'aujourd'hui, vous pouviez parler au Jocelyn Brunette qui était sur le point de lancer Rustic-Tac. Qu'est-ce que vous auriez à lui dire? J'adore cette question-là, je dois avouer. Je lui dirais que ça valait la peine d'attendre. La persévérance, en affaires, la ligne est très mince entre l'acharnement et la persévérance. Puis des fois, on se demande si on fait ça, qu'est-ce que ça va donner, puis pourquoi on le fait. Puis des fois, on se fait un peu souffrance parce qu'on se dit c'est pas logique d'être partir en affaires. Et puis quand on voit les résultats, ne sont pas tout le temps instantanés. Les résultats vont venir sur le temps, ils vont venir sur autre chose que des aspects financiers. J'ai des très belles histoires. J'ai des gens qui m'ont pris dans leurs bras après avoir offert une montre. On a vu des graveurs qui ont fait couler les larmes aux yeux pour un grand-papa qui était décédé dans une famille. On a gravé la signature à la main. On a vu des choses très touchantes. Donc, je dirais au jeune Jocelyn, le jeune entrepreneur qui était Jocelyn au début, là, c'est continue, ça vaut la peine. Bien, merci, Jocelyn Brunette. Alors voilà, c'est la fin de notre émission Entrepreneurs en action. Je vous invite à écouter les autres émissions dans la série et aussi de nous suivre dans les médias sociaux. Ici Daniel Drolet. Bonne journée. Chérie, me passerais-tu le beurre? Merci. C'est plate. À cette heure, toute la partie se passe rien que d'un bord. Oh, je t'aime, mon cœur. Moi aussi, mon cœur. Avant vos travaux, vérifiez si votre entrepreneur a une licence de la Régie du bâtiment du Québec. L'Auto-Québec a remis plus de 1,7 milliard de dollars à des gagnants à la loterie. Le jour que j'ai gagné à vie, j'étais chez moi en train de gratter mon billet. Puis là, j'ai vu 3 vies. J'ai tout de suite appelé ma meilleure amie Chanel. Elle a capoté. Après, j'ai appelé mon beau-frère, il était comme « T'as gagné 1 000 $ par semaine à la vie? » Tout le monde était comme « Ah! Chanceuse! » Tu connais Fouki?
Non, mais ça faisait beaucoup mieux dans mon histoire, là. Cette histoire n'est peut-être pas 100% vraie, mais Serginia est une vraie gagnante de gagnant à vie. Ben, je pourrais-tu rencontrer Fouki? On fait des entrevues avec des entrepreneurs locaux, c'est-à-dire des gens, soit des gens qui ont ces propriétaires de grandes entreprises ou des gens qui sont entrepreneurs indépendants, qui travaillent pour eux-mêmes. Ça peut être n'importe quoi.